Alors, l'intérêt des ponts, en fait, c'est très utilisé les ponts. Mais l'intérêt d'un pont, c'est que vous gagnez énormément dans ce qu'on appelle la dynamique. C'est-à-dire que vous cherchez à mesurer, par exemple, si vous cherchez à mesurer Rx, donc mettons Rx, il va faire, mettons, 100 kg, d'accord, et que votre appareil, il va mesurer à 6 digits, vous pouvez mesurer votre résistance avec 145,35 ohms. Vous n'avez que 6 digits, vous n'en avez pas plus. Donc quand vous faites un pont, l'intérêt c'est que vous mesurez une fois une mesure de zéro. C'est-à-dire que la résistance R que vous voulez mesurer, dans le cas c'est Rx, vous ramenez de telle façon que le VG qui est au milieu, lui, il voit zéro. Ce qui fait que vos 6 digits, le 137,36 qu'on avait lu, d'accord, ils sont ramenés sur les derniers digits, donc sur la virgule, d'accord. Ce qui fait qu'il va mesurer 0,00036. Et ce qui fait que les zéros du pont, ils servent que à mesurer des décimales maintenant. Parce qu'on a ramené à zéro les chiffres avant. D'accord? C'est comme si vous mesuriez 145,37, et donc du coup, comme vous avez droit à 5 digits, ben, vous pouvez jouer que sur le 37. 38, 35 ou 37, ce qui n'est pas terrible comme précision. Donc si vous faites 145,37, vous soustrayez 145,37, et du coup, il ne vous reste plus que 0,01. Et bien lui, par contre, 0,01, vous avez le droit de jouer sur 4 décimales derrière. D'accord? Et quand vous remettez ça ensemble, du coup, vous avez le droit de jouer sur 145,4 décimales derrière, alors qu'au départ, vous n'en aviez que 2. C'est ce qu'on appelle un principe de zéro. Ça vous augmente ce qu'on appelle la dynamique d'une mesure. Ça, c'est extrêmement important. OK? Donc, le pont de Weston, c'est une façon d'avoir un pont. Alors, moi, ça m'est arrivé de devoir mesurer quelque chose comme des milliohms sur un système qui faisait 100 ohms. Donc là, vous avez une dynamique de 10 puissance 5. C'est extrêmement compliqué. Donc, si vous faites un truc brute force, vous mesurez, vous n'aurez jamais 10-5 sur une mesure. C'est impossible. Par contre, si vous faites une mesure de pont que vous ramenez à zéro, c'est très facile d'avoir 10-5 autour de zéro. Ça veut dire que mesurer 10 microvolts, c'est facile. Par contre, si vous mesurez 10 millivolts, et il faut que vous mesuriez un microvolt en même temps, ça c'est très difficile. Bon, allez, on va se taper ce pont de Weston. Bon, maintenant j'ai mes lunettes, c'est pas mal d'avoir ces lunettes. À 50 ans, on devient presbyte, c'est con. Voilà. Et voilà. Donc, on va faire un grand schéma de ce... Ça ne doit pas tenir sur mon nez, c'est terrible ça. Donc ça, quand on fait de l'optique, ça c'est des loupes. Pour les presbytes, c'est simplement des loupes. Bon, je ne vais pas les mettre, je crois. Donc, le pont de Weston. Donc, je vais essayer de faire un gros schéma. Donc, je vais mettre les résistances comme ça. Alors ça en TP, si vous avez envie, on s'en fera un. Que les TP, ils vont être un peu spéciaux cette année. On pourra faire ce qu'on a envie en TP. Et puis, il faut que je note A, B. A, B, C, D.
ça c'est R3. Celle-ci c'est RX, donc ça c'est la résistance que je veux mesurer. Ça c'est R2, qui est une résistance variable. Ça c'est R1. Ok. Ça c'est le plus. Et ça, c'est le moins. Bon, là maintenant que j'ai fait mon dessin, en fait c'est des propriétés de symétrie, si vous voulez, qui vous disent que, en fait, vous voyez, quand les produits en croix sont égaux, pour des raisons de symétrie, vous voyez assez bien qu'en fait, le pont va s'annuler. Le courant va être nul sur le pont. Bon, ben on va y aller, hein. C'est pas très compliqué. Hein. Bon, si on va marquer quand même des tensions, comme ça sera fait. Hein. Ça, toujours ça te fait. Donc on a VAB qui est comme ça. On a VBC qui est comme ça. On a VDC qui est comme ça. On a VDA qui est comme ça. On a VAC qui est comme ça. Vous me dites si je me trompe, ça peut arriver que je me trompe en les écrivant comme ça. Bon, je crois que c'est tout, non? Je me suis trompé? Alors, pourquoi? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par CVCD? Elle va de déverser, la flèche. Non, attendez, la question c'est, est-ce que c'est pas cohérent avec ce qu'il demande ou est-ce que c'est fausse là? Ah, ben VBC, la flèche elle est bonne pour VBC, non? Non, pas, les flèches sont bonnes là, non? Non, je sais pas, sont bonnes les flèches. Non, ben je l'ai fait comme ça, ben je sais pas pourquoi je l'ai fait dans ce sens, ça m'inspirait dans ce sens, j'en sais rien. Hein? Et VBC, la flèche est vers la droite, en haut. Mais là, vous avez. Les flèches elles vont dans le sens opposé. Mais dans l'autre sens, là, elles vont dans le même sens. Non, mais elles vont dans le sens que je veux. Alors dites-moi si vous pose problème, attendez. Si on suit les flèches, là, par exemple, on va faire doucement. Ce qui vous choque, c'est que ces deux-là vont dans le même sens et ces deux-là sont en sens opposé. C'est ça qui vous pose problème? Oui. C'est ça qui vous perturbe. Les flèches, je les mets dans le sens qu'elles veulent. Parce que si vous voulez, ça vous perturbe, je les mets dans l'autre sens. Vous êtes plus content si je les mets dans le même sens. Mais attendez. Comme vous m'avez donné des bonbons, rien que pour vous, je vais les mettre dans le même sens. Je suis sympa quand même, hein? D'accord? Ça vaut 2 bonbons, ça. Ça va? Le sens des flèches, il est arbitraire. La seule chose qui est importante, c'est que ça soit cohérent avec ça. Après, je le mets bien dans le sens que vous voulez. Hein. Si quand je regarde quelque chose, VAD, c'est bien une flèche qui va dans ce sens-là. Parce que c'est VA moins VD, la flèche, elle va dans ce sens-là. Mais après, je la mets bien dans le sens que je veux, la flèche. S'il faut que vous compreniez, c'est que ça, si vous voulez, la flèche,
elle doit être dans un sens précis par rapport à VAD. Mais je peux la renverser. Mais à ce moment-là, c'est VDA que je marque. C'est pas VAD. Là, dans ce sens-là, c'est VA moins VD, mais si c'est dans l'autre sens, c'est VD moins VA. Ok. Mais quand même, vous me devez un bonbon parce que je l'ai renversé pour vous. Bien. Eh bien, on est tous prêts. Hein. Maintenant, on va faire la loi d'Ohm dans tous les sens. Alors, c'est pareil, il ne faut pas se planter sur les flèches. D'accord? Putain, merde, j'ai des conneries, c'est enregistré en plus. Ouais. Allez, la loi d'Ohm. Donc, ils nous disent quoi? VA moins VC. Alors, VAC, c'est E. Bon, pourquoi pas, il l'a appelé E. Bon, bah, c'est E. Hein, voilà. Ensuite, il nous dit VAD. Parce que VA moins VD, c'est VAD. Hein. Justement, tiens, ça tombe bien, c'est celui qu'on voulait regarder. Alors, VAD, c'est celui-là. Tac, VAD, c'est égal à R1I. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce résultat révolutionnaire? C'est bon? Alors, VDC. Alors. Oui, non, c'est ça. VDC est égal à R2 fois I. D'accord? Ben, c'est le même parce qu'on dit qu'il n'y a pas de courant entre D et B. C'est marqué dans l'énoncé, pas de courant entre D et B. Donc le courant qui vient là, tac, tac, il va là. Ouais. J'entends pas à cette distance. Vous avez mis VAD égale R1, vous avez quoi pour R1? I. Excusez-moi, c'est super mal écrit. C'est un I. Ouais, c'est un peu mes hiéroglyphes à moi, si vous voulez. Pardon? Bon, question 2. J'attends 2 secondes pour que vous soyez tous convaincus du résultat, là. C'est bon, devant, vous allez être convaincus du résultat? Alors, question 2. Écrire VAC, qui est égal à E, bon, on s'en fout. VAB et VBC. Alors, VAB. VAB, ben, il suffit de regarder. C'est égal à R3 fois I'. Ben oui, à droite, c'est I' qui circule. Et VBC, c'est égal à Rx fois I'. OK? En fait, il est super simple cet exo, il faut juste visualiser les choses. C'est pour ça que je vous disais de faire un gros dessin, parce qu'il faut vraiment qu'on voit les choses, et puis après c'est facile. Sur un petit dessin, vous voyez rien. Ah, c'est pas pour rien que je vous dis de faire des choses. Des fois, c'est intelligent ce que je dis. Hein. Bon, ben maintenant, on va combiner tout ça. Hein.
Alors maintenant, il nous demande d'écrire alors, ce qu'ils appellent VG au milieu. D'accord? Donc VG, c'est ça, hein, d'accord? Parce que finalement, maintenant, comme on fait... Alors, je m'aperçois qu'il y a quelqu'un là-bas qui a du mal à savoir son cours et quand je corrige, il a juste sur son téléphone. Vous faites quoi sur votre téléphone, mademoiselle? Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone? Vous faites quoi dessus? Je pense que la prochaine fois, c'est pas la peine de venir parce que vous êtes terriblement impolie, mademoiselle. Bon, continuons. Donc, on a ici ces deux relations et il nous demande de trouver VG. D'accord? Donc, on va trouver VG et on écrit que VG, c'est égal, donc par définition, à VDB, VBD. Alors, ça peut être VDB ou VBD, hein, parce qu'en fait, la suite n'est pas définie. En fonction de I et I'. Alors, il vous dit simplement que VBD, c'est VBA plus VAD. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ben, il suffit de regarder ce qu'on a fait. Donc VAB, c'est moins R3'. Donc c'est celui-là. Mais parce que ici j'ai VBA et là j'avais VAB. D'accord? Alors c'est là que je vous dis dans cet exo, le seul truc c'est faire gaffe aux signes. Sinon on se fout dedans. Autant 99% du temps je vous dis qu'on s'en fout des signes, autant là il faut faire gaffe. Pardon. C'est pour ça que les flèches, vous les faites comme vous voulez au départ, mais une fois que vous avez choisi vos flèches, il faudra faire vachement gaffe aux signes de ce que vous prenez. Et puis je vais quoi déjà? VAB. Alors VAB, VAD, pardon, excusez-moi. VAD, je l'ai calculé là. Alors lui, c'est le bon signe. Par contre, c'est plus R1I. OK? Bon, ben on est pas mal là. Hein? Ouais? Ah, mais il n'y a pas que ça, vous pouvez faire de l'autre côté aussi. Hein. Vous faites un autre parcours, ça marche aussi. Hein. La flèche est sur la résistance 2. C'est juste dire que c'est une résistance variable, hein, c'est tout. Hein. Donc maintenant, ils vous disent d'exprimer VG en fonction de E et des 4 résistances. Alors, il faut que je regarde comment j'ai fait la fin, là je suis crevé. Je ne sais plus comment on fait la fin. Ah oui, voilà. Donc maintenant, ce qu'on écrit, parce que ça c'est toujours vrai, si vous regardez le truc, vous écrivez
que E, c'est égal à VAB plus VBC. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? VAB plus VBC, c'est égal à R3 I' plus Rx I'. Et par ailleurs, c'est égal aussi à VAD plus VDC. Et ça, c'est égal à moins R3. Qu'est-ce que j'écris comme bêtise là? Non, c'est R1I', c'est égal à R1I plus R2I. Voilà. Voilà. Donc on a ces deux relations-là. OK? Donc si je factorise, ça fait simplement I' facteur de R3 plus Rx. Et ça, c'est égal à I facteur de R1 plus R2. OK? Alors, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ces deux relations-là. Et vous allez écrire que VG est égal à IR1 moins I'R3. Alors, ça, c'est simplement, vous écrivez que vous avez ici IR1 moins I'R3, c'est simplement ici la différence de potentiel le long de ce fil par rapport à celle-là le long de ce fil. Ok? C'est simplement VG égale AD moins AB. Je vous la refais en couleur. On cherche VG, c'est-à-dire VD moins VB. D'accord? Moi, je dis que ça, c'est AD moins AB. C'est tout, hein? Ben oui. Vous savez, souvent, vous imaginez que je dis des choses géniales, mais non, je dis des choses simples. Et donc, je dis que VG, c'est IR1 moins I'R3. Ça, moins ça. Ah, c'est logique, hein? Oui. Ben voilà, donc moi, une fois que j'ai dit ça, je dis que ça... Alors après, je reprends... c'est tout, hein, parce que moi, j'ai ça maintenant. Parce qu'à partir du moment où j'ai ça, je vais remplacer. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. Et puis si VG égale 0, parce que ce qu'on veut, c'est VG égale 0, n'oubliez pas. Ça entraîne que vous avez E fois R1 sur R1 plus R2 est égal à E fois R3. Et ça, je vous laisse chercher ça sur R3 plus Rx. Ouais.
Je vous laisse chercher la fin de cet exercice. De toute façon, c'est pas la fin, il est fini là. D'accord? Voilà. C'est tout. Hein? R1 plus R2. C'est quoi votre question? Ah bah je sais pas, moi il faut juste faire quelques calculs. Vous écrivez que ça, c'est IR1 moins I'R3. VG égale à 0. D'accord? Donc VG est égal à 0, ça vous fait IR1 est égal à I'R3. D'accord? Et vous avez I', vous avez I de R1 plus R3 qui est égal à E. Donc I est égal à E sur R1 plus R2. Donc vous avez E sur R1 plus R2, ça c'est simplement I fois R1. Donc ça s'écrit simplement E fois R1 sur R1 plus R2. Facile, hein? C'est facile la physique, il suffit de regarder. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Ok, je vous laisse finir ça. Mais il est fini, hein. D'ailleurs je suis con, je vous laisse finir, il est fini. Donc il suffit que vous refassiez. Par contre, j'aimerais bien que vous le refassiez. Ok? Donc nous attaquons maintenant à l'exercice. Ouais. Ça? 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 Ben. Suffit de tourner en rond. Ah oui, c'est ça que vous savez peut-être pas faire. C'est ça que vous savez pas faire. C'est ça qui vous pose souci. Bah, il suffit de tourner en rond. Tu me fais tourner et la tête. Vous êtes convaincu par ça? Ben voilà. Ah oui, on fait une boucle. Eh oui. Ouais, non, je ne vous l'ai pas marqué parce que je pensais que vous l'aviez vu. Mais... Oh. R2 et ouais. I. Ouais. Ils n'interviennent pas dans ma boucle. Non, vous avez le droit. Elle est juste cette formule. Et moi, j'en prends une autre aussi parce que sinon, j'y arrive pas. J'ai besoin aussi d'une autre formule ici qui fait intervenir I'. Sinon, j'y arriverai pas. Parce que j'ai une formule là qui fait intervenir I et une formule qui fait intervenir I'. Il y a un problème de signe. Pourquoi donc? VAD plus VDB plus VBA égale 0. Ça, c'est sûr, c'est vrai. VDB, c'est 0. Tout à fait. Et alors, il y a un moins qui va apparaître parce que VBA, c'est bon. Non, ça devient négatif parce que VAD, c'est dans le... Vous voyez, VAD, la flèche est dans l'autre sens. Et VBA, la flèche est aussi dans l'autre sens de celle que j'ai mise. Vous voyez, c'est tout inversé par rapport à ce que j'ai mis. Quand est-ce qu'on est moins, quand est-ce qu'on est plus? Ben là, c'est un moins parce que là, je tourne et là, j'ai VAD. Et là, alors que moi, dans mon équation, j'ai VDA.
Donc je mets moins la valeur que j'ai trouvée pour VAB. Et là, je mets moins la valeur que j'ai trouvée pour VAB. D'accord? Si j'avais 5, je mets moins 5. Bon, allez, encore un petit effort pour tout le monde. Allez, on attaque l'exercice F. Et quand vous avez fait le F, vous partirez en week-end. Alléluia. Mais par contre, faites pas trop de bruit parce que moi j'ai 1h30 de route après. Alors si j'avais une tête comme ça. Voilà. Hein? Ouais, mais je vais voir un match de rugby, alors il faut que j'ai l'esprit préparé. Vous penserez à moi? Mais j'en sais rien, je connais rien. Rugby, c'est des copains qui m'ont traîné. Moi, j'y vais pour boire les... Non, c'est pour boire les bières, moi, sinon... Bon, allez, essayez de le faire, là, sinon c'est moi qui vais le faire, ça va durer 5 minutes, c'est pas marrant. Bon, je vais arrêter ça. Bon. Alors, il y a plusieurs façons. Vous voyez l'équivalent. Faire ce truc, je vais vous donner une... Ce que je voudrais vous apprendre, c'est ce qui se passe avec les mains dans un condensateur. Donc, c'est l'exercice F. D'accord? On est bien d'accord? C'est le F. Donc, vous devez faire sans document. Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, d'ailleurs. C'est un peu idiot. Exercice F, c'est tout bête. Pour votre gouverne, ça fait un filtre passe-bas. Passe-haut, pardon. Alors, on a UR, on a R, on a ici UC, on a C, on a E, et on a I. Hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'aime mieux quand les trucs ils sont alignés. Je trouve qu'on voit mieux les sommes des tensions. Je dois être un peu simple d'esprit, donc je fais comme ça. Bien. La première chose qu'il faut que je vous apprenne, c'est comment on peut regarder les cas limites de ces choses-là. Parce que l'AKPA, comme l'inductance, vous n'avez pas vu les inductances, non pas encore. L'AKPA, il y a 2 cas limites qu'on sait faire, c'est l'AKPA chargé et l'AKPA vide. Entre les deux, on ne sait pas faire. Vous savez, en physique, on appelle ça l'approximation de la vache sphérique. La table à 0 pieds, on sait bien faire. La table avec un nombre infini de pieds, on sait bien faire. La table à 4 pieds, on ne sait pas bien faire. Ben, c'est un peu pareil, si vous voulez. La capacité à complètement chargée, on sait bien faire. La capacité pas chargée, on sait bien faire. Mais la capacité chargée moyennement, on ne sait pas faire. Alors, donc, je vous rappelle qu'une capacité, c'est un truc où on a des électrons qui vont se mettre d'un côté
Et puis, donc, du coup, décharge plus de l'autre hein, par opposition. Bon, c'est un truc comme ça. Alors, comment ça marche une capacité? Le problème, c'est que des électrons, bon, je fais que d'un côté, hein, c'est pareil, c'est des charges moins E, moins E, moins E, et moi, j'essaye d'amener un électron qui a une charge moins E. Donc, forcément, a priori, ça va pas bien se passer, cette histoire. D'accord? Et puis, plus on charge la kappa, plus c'est difficile de la charger. D'accord? Moi, j'écris mal, hein, je suis désolé. Mais je vous enverrai les slides, vous aurez tout le temps pour essayer de comprendre. Non, puis en plus, vous êtes dur, hein, parce qu'on voit bien que vous n'avez pas écrit hein, comme ça. Donc plus je charge la kappa, plus ça devient dur de la charger. D'accord? Et ça, c'est le problème. Alors, c'est pour ça aussi qu'une kappa, tout ce qui est charge ou décharge d'une kappa, c'est pas linéaire. Parce que le problème, c'est que la difficulté à mettre l'électron d'après dépend de ce qu'on a avant. Donc c'est un problème qui est self-consistant, si vous voulez. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas des charges ou des décharges linéaires. Parce que ça dépend de tout ce qu'on a fait avant. Donc on a des trucs qui sont exponentiels. Donc en fait, ce qui fait que quand on a complètement chargé la kappa, quand elle est complètement chargée, eh bien c'est impossible de rajouter un électron. Donc je me retrouve avec un système comme ça, avec du plus d'un côté, j'ai du moins, mais si j'essaye de ramener un électron, ce processus-là est complètement interdit, je n'arrive pas à le faire du tout. D'accord? Et si j'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. C'est-à-dire qu'elle est complètement. Complètement bloqué. Hein? Donc le circuit est ouvert. Vous avez tout compris, mademoiselle. Donc c'est équivalent à si j'avais un circuit complètement ouvert ici. Donc ça vous permet de prévoir des comportements simples. Par contre, quand elle est complètement vide, ma kappa, elle est là, il n'y a aucune charge. Donc mon électron, il arrive, il se met sur la kappa, sur le, merde, comment on appelle ça, sur le plan de la kappa, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Donc en fait, ça c'est équivalent à un fil. D'accord? Donc vous voyez que la kappa vide et la kappa pleine, on a des équivalents très simples. Oui? Vous vouliez me poser une question? C'est juste... Ah ben c'est super. Vous venez me voir si vous voulez une correction. Donc ça, c'est des choses qui sont très utiles à retenir. Ok? L'équivalent de la kappa, c'est un circuit ouvert, et puis la résistance. Vous avez compris que la kappa, quand elle est complètement chargée, elle empêche le passage du courant. Donc c'est l'équivalent des circuits ouverts. D'accord? Donc là, on va voir ça, que je vois. Je ne vais peut-être pas regarder les valeurs numériques, mais je vais regarder quand même la technique. Alors, ça c'est qui ça? Alors ça c'est UC en fonction de T, mais c'est en volts. Et ça c'est du coup E volt. Alors E0, c'est des boosts. Et
Vous dites que vous savez ça, quelle que soit la période par rapport à la période. Alors, je vais vous indiquer comment vous allez résoudre ce problème. Regardez, je vais vous aider. Je vous donne juste l'indication, après vous le faites tout seul. Ok. Moi, la kappa se charge comme ça, d'accord, avec taux ici, Ah, c'est pas directement. d'accord. Ouais. Ça, c'est grand T. Quand T, on va dire, est petit dans le grand taux, le truc qui passe là, lui, il commence à monter. D'accord. Ça, c'est le temps. Le problème, c'est qu'il n'a pas le temps d'aller loin, paf, il repasse à zéro. Donc, il va là, paf, et il repasse là. Autrement dit, ce qu'il fait, c'est juste ça. D'accord. Ok, mais du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est pas faire directement 0 et E. Si, lui, il fera toujours 0 et E, ça, on impose qu'il fasse 0. Ouais. Ok. Mais là, il me disait juste de tracer UC. Oui, mais je sais, c'est lui. Ah. Et du coup, il fallait que je fasse des pyramides comme ça. Oui, mais attendez, ça, c'est dans ce cas-là. Après, vous allez dans le cas où grand T est très grand aussi. Puis le cas où grand T, il faut T très petit devant taux. Après, il faut T de l'ordre de taux. Et T très grand devant taux. Il faut que vous fassiez le même raisonnement dans les trois cas. Je fasse 3 graphiques comme ça. Et surtout trois raisonnements, trois graphiques, comme vous avez compris. Bien, donc maintenant, si je regarde en fonction du temps, donc je regarde, attention, et si je me mets loin dans le temps, c'est-à-dire ici je mets E égale 0. Si je suis dans un système où la tension de mon générateur est 0, tout doit être à 0. D'accord? Ça, ce qu'on appelle le théorème de continuité, je crois, pour les gens qui se sont fait les bonnes écoles. Globalement, ça veut dire que si vous soudez une résistance et une capa, que vous créez du courant, il faut vite aller déposer un brevet. D'accord? Je n'ai pas injecté d'énergie dedans, je ne peux pas avoir un courant. Alors, là, par contre, on a... là où on a autre chose, c'est que à cet endroit-là, maintenant, on va dire que ça c'est E. Maintenant, je branche mon générateur, paf, cling, et je le mets à E, et j'attends super longtemps. D'accord? Et j'attends super longtemps. Ce qui fait que là, mon circuit devient équivalent à quoi? Devient équivalent à ça. C'est ça mon circuit maintenant. D'accord? Et j'ai UC ici. Alors, si vous regardez ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le circuit équivalent, c'est ça? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, résistance. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord que mon équivalent de circuit, c'est ça? Oh! Est-ce que vous êtes d'accord que le circuit équivalent, c'est celui-là? Devant, vous avez capté que c'est celui-là? Non? Oui ou non? Non, vous n'avez pas capté. Comme je suis à un temps très long, ma HKPA est complètement chargée, donc c'est un circuit ouvert. Donc mon schéma équivalent, c'est ça. Donc, la question que je vous pose, c'est que vos I, que vos UR, que vos UC. Allez, vous trouvez les trois. C'est pas la peine de faire rien du tout. Là, vous regardez le tableau, vous le trouvez tout de suite. Ah, mais c'est un I. J'écris tellement mal, j'arrive même pas à me relire moi-même. Alors la bande là-bas, que vaut I? Ouais, mais attendez. J'ai un circuit comme ça. Ce que vaut I, vous devriez me le trouver en une demi-seconde. Allez, le premier qui le trouve, il gagne rien du tout, mais quand même.
I égale 0. Est-ce que tout le monde voit pourquoi I est égal à 0? C'est un circuit ouvert. C'est un circuit ouvert. Vous allez chez vous, vous faites un circuit électrique, vous mettez un coup de ciseau. Alors faites-le pas parce que c'est du sang à vol, vous pouvez prendre une bonne châtaigne. Hein. Mais si vous faites un circuit électrique, vous mettez un coup de ciseau, il n'y a plus de courant qui circule. Garantie pur jus. Donc vous auriez tous dû me dire en chœur I égale 0. Bon, si I égale 0, UR est égal à quoi? 0, voilà, ça c'est bien. Alors un peu plus compliqué que vos UC. Ah. Alors moi je prétends que UC plus UR est égal à E. Hein? Non, mais je dis de façon générale, si vous voulez. Attendez, j'ai UC plus UR est égal à E, et vous prétendez... UC c'est égal à E moins UR. Oui. Mais du coup, si E est égal à 0 et UR... Non, mais qui vous a dit que E est égal à 0? E n'est pas égal à 0 parce qu'on a branché un truc, donc E n'est pas égal à 0. Donc UC est égal à quoi? Égal E. Alors je vais vous expliquer avec très simplement pourquoi. C'est simplement que quand vous ouvrez... Parce que vous pouvez imaginer que dans un circuit électrique, la tension se met aux bornes de l'élément qui a le plus de résistance. D'accord? Qu'est-ce qui a plus de résistance qu'un circuit ouvert? Donc la tension se met aux bornes du circuit ouvert. D'accord? C'est vachement philosophique ce que je dis. Qu'est-ce qui a plus de résistance qu'un circuit ouvert? Donc c'est mis aux bornes de UC. Alors quatrièmement, déterminez-moi l'unité du produit RC. Ça on l'a fait 10 fois, donc on ne va pas le refaire. Ouais, c'est RC, excusez-moi. Putain. Les fins de semaine sont dures. RC, c'est un temps, d'accord? Ça, vous l'avez démontré 10 fois. Alors, tracer un graphe UC en fonction du temps, l'évolution du... ne pas faire de calcul. Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on sait... à t égale 0... T égale 0, ça part de 0. T très grand, ça tend vers E de façon asymptotique. Ouais. Non, mais je suis désolé, ça a vraiment plus ce que je fais là. Je suis inexcusable, ça ressemble plus à rien. Donc, le truc, il part de 0 et asymptotiquement, il fait E. Alors, entre les deux, ben, en fait, c'est une exponentielle. Alors, le taux, il se retrouve là. Et le taux, c'est 1 sur E. Et 1 sur E, ça fait 3,1, je sais plus, 1,2. Bon. On s'en fout. Mais enfin, le taux, c'est à peu près c'est pas loin de la largeur à mi-hauteur. Hein, bon. Donc c'est un temps caractéristique, un taux. D'accord?
Alors, ce qu'on va faire, c'est que la question 6, je ne vais pas me lancer dedans parce qu'elle est assez compliquée. Là, vous allez préparer chez vous la question 6 et l'exercice G. Hein? Ça veut dire que l'exercice G, j'attaque tout de suite en rentrant. D'accord. La question 6, elle demande... La question 6, par contre, il faut réfléchir. Il n'y a pas de calcul, mais il faut réfléchir. Elle est subtile.